Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Sport Santé proposé par le Mouvement olympique et sportif territorial de Bretagne. C'est le deuxième de l'année 2026, après celui de mars dernier. L'objectif de ce soir, ça va être de pouvoir discuter et échanger avec vous autour des formations sport santé. Vous allez le voir, le programme il est assez riche. On a 1 heure ensemble, donc on va essayer d'être efficace, efficient sur toutes ces différentes interventions. Donc je vais pouvoir commencer moi sur un petit temps d'introduction. L'objectif, tous ensemble, ça va être de pouvoir faire un état des lieux des formations sport santé qui existent en Bretagne. L'objectif, ça va vraiment être surtout de pouvoir vous présenter ces différentes formations sans aller forcément dans le détail. On aura un petit peu plus d'informations sur ces contenus justement avec l'intervention qui suivra, qui sera celle du docteur Vincent Daniel, qui sera ensuite suivie par celle d'Annick Diorny, qui est donc vice-présidente au niveau du Cross Bretagne et qui va pouvoir nous parler des objectifs du sport santé, ainsi que la notion d'empowerment, donc elle va pouvoir nous présenter cette notion, qu'est-ce qu'on entend derrière ça. Et on terminera par un petit témoignage, des témoignages en l'occurrence de Chantal et Karine, qui sont toutes deux adhérentes au Canoë Kayak Club de Lannister, mais qui ont également participé à un projet le mois dernier au Maroc. Donc je ne vais pas plus en parler, je vais laisser la surprise tout à l'heure. Mais voilà, on terminera par ce petit temps de témoignage avec Chantal et Karine. Donc tout de suite, pour introduire ce webinaire et cette heure, on va revenir sur les différentes formations sport santé qui existent en Bretagne. Alors tout d'abord, très rapidement, ces formations sport santé, elles ont été conçues pour permettre aux encadrants sportifs de pouvoir accompagner certains publics. Et dans ces publics, on va notamment retrouver tout ce qui va être personnes qui vont être atteintes de pathologies chroniques, mais également tout ce qui va être lié au public sédentaire. Sur ces formations sport santé, les objectifs, principalement, on va être sur vraiment de comprendre les enjeux du sport santé, le rôle de la prévention, d'adapter les activités physiques sur ces différents publics et donc de pouvoir participer au développement de l'offre sport santé de manière globale. On va avoir 4 typologies ce soir de formation sport santé qui est existantes. En tout cas, nous, sur notre région bretonne, on va en avoir 2 premières qui vont vraiment être là plutôt sur l'échelle nationale. On va pouvoir les retrouver un petit peu partout en France, puisque la première de ces formations, bah, c'est le cursus universitaire STAPS-APAS, donc la spécialité activité physique adaptée et santé qu'on va pouvoir retrouver au niveau de la licence STAPS et qui va pouvoir permettre de donner des prérogatives d'encadrement à destination de personnes qui, du coup, présentent des besoins spécifiques tels qu'une maladie chronique, un handicap, une limitation fonctionnelle ou de la sédentarité. Cette licence, ça peut également évoluer derrière sur un master qui va permettre d'évoluer une expertise en évaluation, en conception et en coordination de programmes d'activité physique adaptée. C'est une formation qui permet d'ouvrir le champ d'énormément de possibilités, qui donne beaucoup de prérogatives quand on a envie justement de s'inscrire après dans des dispositifs régionaux, dans des dispositifs un peu plus globaux. Bah, ce cursus universitaire STAPS-APA, il vient répondre à voilà, tous ces besoins. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et donc voilà, je vous ai mis quelques logos d'universités qui, sur le territoire, proposent euh, ce cursus STAPS-APA. Le deuxième champ des possibilités sur ces formations, ce sont tout ce qui va être lié aux formations fédérales. Forcément, pour les fédérations, maintenant depuis plusieurs années, il y a vraiment un enjeu de pouvoir adapter la pratique sportive sur ces nouveaux publics. Comment voilà, on peut pouvoir intégrer ces différents publics, que ce soit celui du sédentaire, celui qui est présent des pathologies chroniques, de manière adaptée et sécurisée. Donc c'est voilà, tout l'enjeu de ces dernières années des fédérations qui ont commencé à développer leur propre formation, pour certains même leur propre label. On va pouvoir retrouver avec le hand tout ce qui va être lié au hand fit. On va aussi retrouver tout ce qui est basket santé, nager forme santé, ping santé. Pour sport pour tous, on va notamment aussi retrouver tout ce qui va être activité physique sportive sur prescription médicale. Donc voilà, on a plein de possibilités différentes. Je mets quand même un petit point de vigilance dessus, puisque en fonction des fédérations, les critères et les contenus dedans vont être un peu différents. Donc, on ne va pas forcément avoir les mêmes prérogatives. Ce qui fait que quand on veut pouvoir s'inscrire derrière sur des dispositifs qui vont être un petit peu plus globaux, je prends l'exemple en Bretagne des chartes sport santé bien-être, les critères peuvent être un peu différents. Donc voilà, pour éviter toute mauvaise surprise, je vous invite vraiment dans vos réflexions sur vos projets clubs
de pouvoir bien prendre connaissance des différents critères et les compétences que vous donnent ces différentes formations qui sont proposées par vos ligues, par vos districts, par vos fédérations, sur aussi en adéquation, qu'elles soient en adéquation avec ce qui peut être proposé dans les différents dispositifs globaux, voilà, si vous souhaitez pouvoir aussi vous inscrire dans ces logiques territoriales. Désormais, on va aller sur des formations qui sont un peu plus spécifiques à la Bretagne, où depuis le premier plan régional sport santé bien-être qui remonte maintenant à peu près 10 ans, on a eu des formations qui ont commencé à se développer, notamment sur l'orientation numéro E de ce troisième plan régional sport santé bien-être, donc 2025-2028, où on va voilà, pouvoir s'inscrire dans cette orientation numéro 2 pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, mais ce plan régional sport santé bien-être qui est du coup piloté par l'Agence régionale de santé ainsi que la DRAGES Bretagne. On retrouve également de nombreux signataires différents, le collectif des maisons de sport santé, le Cross Bretagne, les URPS Kiné, voilà, on a tout un nombre d'acteurs. Ce document, pour ceux qui s'intéressent, il est disponible très facilement en ligne, mais au besoin, voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous ne le trouvez pas ou si vous avez besoin d'un peu plus d'éclaircissement. Donc, parmi le premier organisme de formation sport santé que je vais évoquer, ça va être Défi Santé Nutrition du côté de Brest, qui ont créé deux niveaux de formation en partenariat avec la Société française de sport santé ainsi que l'Agence régionale de santé Bretagne, où ces formations vont du coup être sur un premier niveau, donc de connaître ces champs d'intervention, les spécificités des publics sport santé. On est sur une formation de 40 heures qui va à la fois être sur un format distanciel mais aussi présentiel. Donc voilà, à bien prendre en compte quand voilà, on veut se positionner sur ce type de formation. On a également une formation qui va être sur du niveau 2, où là on va aller un peu plus sur différents modules avec des pathologies précises. Donc vous le voyez à l'écran, notamment ce qui va être cancer, obésité, TMS, etc. Je vous ai dit qu'ils sont basés à Brest, mais ils proposent aussi des formations à la fois sur Quimper, sur Rennes. Donc voilà, là, ce sont les prochaines formations, en l'occurrence sur l'année 2026. Si vous avez des questions ou des interrogations, vous souhaitez avoir un peu plus de renseignements, je vous ai mis leur contact tout en bas de la page, donc n'hésitez pas à les solliciter. Le document vous sera de toute façon transmis juste après ce webinaire-là. Donc, voilà, pour toute question, n'hésitez pas à les solliciter. Et enfin, notre dernier organisme de formation sport santé en Bretagne, mais il s'agit de la maison sport santé du CHU de Rennes, donc en partenariat avec le GDOS 35, Brest Action Sport et le GDOS 56, où ici on va retrouver un format un petit peu différent. On va avoir un MOOC sport santé, donc qui est un MOOC. Ce sont des ressources en ligne accessibles sous différents formats. Ça peut être voilà, des vidéos, des quiz, ce genre de choses. Donc, on a ce premier format-là et derrière, on va avoir deux types de formations. La formation qui va être plutôt forme santé, donc à destination d'un public sédentaire, et une formation maladie chronique qui, comme son nom l'indique, on va plutôt être à destination d'un public à pathologie. Donc, forcément, on est sur des temps de formation qui sont un petit peu différents, sur des coûts qui vont être un petit peu différents. Donc, voilà, à bien prendre en compte et à bien étudier, notamment dans ce qu'on a envie de mettre en place au sein de sa structure, et d'avoir une formation forcément en adéquation avec le projet que l'on a en tête. Je ne vais pas plus aller en détail sur ces formations-là, puisque bah, notre temps est un petit peu limité. Mais le docteur Vincent Daniel, que j'accueille ici, va pouvoir nous donner un petit peu plus d'informations, notamment sur ces contenus et ce qu'on attend dans une formation sport santé. Donc, Vincent, merci à toi d'être présent, et puis je te donne la parole. Donc, c'est à toi. Ok, merci. Bonjour à tous. C'est toujours flatteur encore de voir la photo. Il faudra vraiment qu'on la mette à jour hein, quand même, parce que comme vous voyez, j'ai quand même un peu changé. Donc, je ne vais pas rentrer sur le contenu évidemment de la filière initiale de STAPS, hein, puisque ça, bon, bah, le contenu, de toute façon, il n'est pas accessible, on va dire, en dehors. Là, l'idée, c'est d'avoir vraiment les formations, on va dire, continues, celles auxquelles on peut accéder, on va dire, plus facilement. Donc, on a pas mal de contenu, effectivement, qu'on peut mettre. On a beaucoup de choses, effectivement, qu'on peut aussi attendre. Hop, je peux passer tout seul ou pas, Dylan? Ouais. Non, je crois pas. Ah, c'est toi qui fais, en fait. Donc, bah, comme tu l'as dit, on s'inscrit de toute façon dans le plan régional sport santé bien-être Bretagne. Alors,
il y a effectivement deux types de niveaux de formation, et ça, c'est important. En tout cas, ça a été fait comme ça, enfin, c'est listé comme ça, et le cahier des charges change en fonction on va dire, du type de formation. Comme tu as dit, la forme santé, donc bien-être, ça s'adresse. Alors, c'est pas forcément, je dirais, à des patients qui n'ont pas de maladie, mais en tout cas pour lesquels la maladie n'a pas de retentissement fonctionnel, on va dire, spécifique. Je ne sais pas si c'est assez clair. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un cancer, un infarctus, c'est une maladie chronique par définition, mais celle-ci, on va dire, ne va pas intervenir fonctionnellement parlant dans les capacités de l'individu à faire une activité physique, ce qui fait qu'on pourra se retrouver, alors que les patients sont malades chroniques, dans finalement une formation simplement santé. Je dis simplement, c'est pas péjoratif, c'est juste qu'on n'a pas besoin d'aller trop en profondeur dans la formation. Donc ça, c'est important de le dire, hein, on a toujours tendance un peu à cibler par maladie, mais comme je le dis souvent, ce qui compte, ça va être la limitation fonctionnelle. Et d'ailleurs, en fait, dans la loi, hein, puisque c'est comme ça que ça a été évoqué, on est vraiment clairement sur de la fonction et moins sur la maladie. Donc ça, faut essayer parfois de s'extraire de ça. Donc en tout cas, il y aura toujours évidemment un contenu à adapter, un certain suivi, un bilan initial, un bilan final, ça c'est important, une évaluation qui va être faite. Et donc on doit former en gros les professionnels, les bénévoles qui vont prendre en charge ces publics, que ce soit du bien-être ou on va dire des maladies chroniques. On doit systématiquement, on va dire, faire une évaluation initiale et faire une évaluation finale. Et c'est ce temps d'évaluation, hein, qui est maintenant bien, on va dire, référencé avec on va dire, des choses spécifiques à évaluer, qui doit être absolument fait. C'est vraiment important, c'est la base, hein, finalement, ensuite, des différentes séances qui vont pouvoir être proposées, de l'évolutivité aussi du programme qui va être proposé. Donc, les différents organismes, la sécurité sociale, je vais en parler après, qui a également mis maintenant, en fait, on va dire, enfin les ARS, je dirais plutôt, ont développé depuis mai, et la Bretagne fait partie d'ailleurs des candidats, enfin, en tout cas des régions pilotes, des programmes potentiellement remboursables par la sécurité sociale. Donc il y a Bretagne, Nouvelle-Aquitaine d'ailleurs, et région PACA. Mais moyennant justement cette évaluation, ils insistent toujours beaucoup sur l'évaluation initiale. On verra, elle doit être faite d'ailleurs plutôt, non pas par un médecin, hein, ça j'insiste toujours là-dessus, mais par celui qui sera formé à ces programmes. Donc ça, c'est important, hein, que ce soit de la forme santé ou des maladies chroniques, il faut toujours vraiment bien avoir ça en tête, une évaluation initiale, une évaluation finale, c'est fondamental. Le nombre de pratiquants est aussi toujours indiqué. L'idée, c'est pas de faire des cours de gym pilates à 200 personnes ou 2 millions en visio sur Internet. C'est de l'activité adaptée, donc c'est-à-dire que pour qu'on l'adapte, évidemment, l'effectif, il doit être restreint. Euh, Jusqu'où on va le restreindre? Bah, ça dépendra évidemment des cas. Dans l'idéal, on pourrait toujours dire un, deux, trois pratiquants, mais évidemment, c'est pas faisable et c'est pas toujours recommandé non plus. Et vous voyez qu'il y a toujours cette notion d'une dizaine, une quinzaine en général d'adhérents. Alors, ça peut être plus, bien sûr, si jamais les adhérents et les pratiquants ont le même niveau fonctionnel, je dirais. Mais globalement, on va s'adresser quand même à un petit effectif, hein. On parle d'activité adaptée, donc spécifique. Donc il faut l'adapter le plus possible et donc l'effectif, il est forcément contraignant. Ça, c'est aussi un point qui est fondamental. Dans la filière maladie chronique, il y aura forcément un contenu aussi qui sera très médical. Il y aura une formation qui sera un peu plus élaborée, évidemment, sur la partie médicale, ce qui sera un peu moins demandé, évidemment, sur les filières bien-être ou santé, au sens, comme tu l'as dit, Dylan, lutte contre la sédentarité, promotion de l'activité physique au sens large. On ne va pas insister trop, mais je vais en reparler tout à l'heure sur le contenu purement médical. Hop, tu peux avancer. Donc l'objectif, il est assez multiple, hein, sur ces formations. On l'a dit, tu l'as déjà dit, sensibiliser et former les professionnels et les bénévoles. Sensibiliser, c'est important puisque on le dit souvent, mais on a l'impression que les personnes sont au courant des recommandations et de ce qu'il faut faire. C'est pas toujours le cas. Tu as parlé beaucoup de la sédentarité tout à l'heure, enfin beaucoup, le si peu de temps que tu avais, c'est important. C'est ce que je dis toujours moi à mes collègues quand je fais des formations, on va dire médicales. Le premier niveau, c'est la sédentarité, et ça, c'est valable quel que soit le programme. Donc la sensibilisation, la formation des professionnels, elle est fondamentale par rapport à ça. Améliorer l'accueil et l'accompagnement des publics, évidemment. Renforcer les compétences. On part de ce que les encadrants, les enseignants savent déjà faire, et ils savent très bien le faire. Donc on va s'appuyer en fait sur ces compétences-là existantes pour en avoir d'autres, des supplémentaires finalement, hein. L'accueil, il est déjà dans beaucoup de structures, on va dire, adapté.
Là, on va essayer de le spécialiser un peu plus. C'est ça vraiment l'idée. Mais on n'est pas là pour transformer totalement l'activité physique, enfin en tout cas la pratique plutôt des professionnels qui vont encadrer les patients, en tout cas les pratiquants. Ça, c'est vraiment important aussi, hein. C'est vraiment on va dire, une compétence supplémentaire, hein, qu'on va attribuer, mais c'est pas un changement de travail. On change pas de métier en faisant ça. Ça, c'est important aussi de le dire. C'est vraiment une compétence en plus. Les publics, bah, c'est très vaste, évidemment. Ça s'adresse à quasiment tout le monde. Je dirais n'importe qui peut bénéficier de cette formation s'il en a l'utilité dans son quotidien ou s'il veut, en tout cas, créer cette activité. C'est important de restreindre à personne, hein. Je pars toujours du principe, moi, que d'offres, plus il y aura d'offres, mieux ce sera. Donc, évidemment, on ne restreint pas, on va dire, à des professionnels ou à des bénévoles. Alors, je l'ai dit, donc il y a la théorie, c'est fondamental, évidemment, la théorie, d'autant plus, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, quand on va atteindre un public avec des limitations sévères, sous-entendu des retentissements importants de leur maladie chronique, qui sont, hein, je le dis à chaque fois, mais pas forcément graves, mais en tout cas qui ont un retentissement important. Donc la théorie, elle est, bah, comme c'est la formation quand même médicale, elle est assurée principalement par les médecins. Les professionnels paramédicaux aussi rentrent là-dedans. Il y a automatiquement une formation médicale, ça c'est obligatoire, mais on peut après faire intervenir beaucoup de professionnels, hein, des nutritionnistes, des diététiciennes, des psychologues, bref, pas mal de monde. Mais cet apport théorique, hein, c'est quand même la base. C'est beaucoup on va dire, d'informations. Moi, quand j'interviens dans ces programmes, je suis pas là pour apprendre on va dire aux professionnels à traiter une maladie, encore que l'activité physique fait partie du traitement, mais juste pour les informer, pour être plus à l'aise en quelque sorte avec le pratiquant. C'est un peu pour dédramatiser parfois aussi les situations, pour être un peu moins naïf aussi, mieux comprendre finalement le pratiquant. C'est ça l'intérêt. Hein, c'est pas du tout les faire devenir médecins. Il n'y a aucun intérêt à savoir comment traiter une maladie, on va dire purement médicalement. Hein, c'est pas ça l'objectif, mais c'est vraiment avoir des connaissances générales. Et ça, c'est important. La mise en situation, elle est bah, vitale. Je dirais que c'est bien la théorie. Les formations en ligne, c'est très bien et actuellement, c'est quand même très pratique. Mais la mise en situation, elle est quand même importante. Je parle souvent, nous, des formations des médecins. Eh bien, comme je vous dis à chaque fois, en théorie, ils savent faire et en pratique, on voit qu'ils savent pas faire. C'est-à-dire qu'ils sont complètement décontenancés quand ils se retrouvent devant le patient, ils savent plus quoi dire, quoi faire. Et je vais encore intervenir auprès de médecins du sport en fin de semaine par rapport à ça. Donc, parce qu'il y a la théorie et la pratique. Donc, la mise en situation, elle est importante. Dans l'idéal, on essaye de mettre en relation avec des structures qui font déjà de l'activité physique adaptée. Ça, c'est important. Alors, je ne rentre pas dans les détails du réentraînement à l'effort, activité physique adaptée, peu importe. En tout cas, qui accueille un public avec certaines vulnérabilités quant à leur pratique d'activité physique. C'est un temps qui va être aussi d'échange. Ça, c'est important d'échanger évidemment avec ses pairs, c'est-à-dire ceux avec lesquels on va étudier, on va apprendre les choses. Les patients, c'est aussi très important. Les formations avec les internes, nous, on les fait aussi maintenant beaucoup avec des patients qui apportent leur témoignage sur leur parcours, sur leurs difficultés, sur leurs ressentis aussi, hein, sur la prise en charge qu'ils ont eue, qui peut être parfois négative, hein. Alors malheureusement, on n'a pas toujours les retours négatifs, on a plutôt les retours positifs. Dans notre cas, c'est plutôt comme ça, c'est moins le cas sur les réseaux sociaux. Mais nous, on a plutôt les retours positifs, mais dans certains cas, on a des échecs, clairement. Donc c'est important de pouvoir discuter aussi avec les adhérents, les pratiquants. Donc ça, ce sont les méthodes et c'est ce qui est vraiment obligatoire. Dans le contenu, alors on aura, bah, comme on l'a évoqué tout à l'heure, hein, tout déjà le contexte, on va dire, institutionnel, ce pourquoi c'est fait. Le côté également, on va dire, un peu économique, c'est important, mais moi, à chaque fois, je me remets à jour au fur et à mesure pour savoir c'est pris en charge, c'est pas pris en charge, comment ça peut l'être. Ça reste quand même un peu le nerf de la guerre, comme toujours. Comment les adhérents vont pouvoir, on va dire, cotiser quand il y a une cotisation. Je vous parlais de l'expérimentation qui va débuter là, à partir de juin pour 3 régions en France sur la prise en charge des séances d'activité physique adaptée uniquement dans le cancer. La prise en charge, elle sera à hauteur de 7,50 € la séance par adhérent. Hein, pour donner un ordre d'idée, et ce sera à peu près 45 € pour l'évaluation initiale et finale. Donc,
C'est encore un pas supplémentaire vers une prise en charge. 7,50 €, c'est quand même honnêtement dérisoire pour quelqu'un qui travaille, on va dire, dans son coin tout seul. C'est mieux que rien, parce que ça veut dire que ça peut être une participation, on va dire, à la prise en charge globale. Donc, ça ne veut pas dire que le prix de la séance, par exemple, sera que de 7,50 €. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut monétiser, hein, bien sûr, l'activité physique adaptée, mais je dis que ça fait partie quand même des choses qui sont importantes à prendre en compte pour éviter que, comme on a nous parfois au CHU, des postes uniquement subventionnés, hein, et on sait très bien que des postes subventionnés, ça ne dure pas toujours très longtemps. Et on en fait l'amère expérience encore récemment. Donc voilà, c'est un point important de connaître ce contexte-là, ce cadre-là, qu'est-ce qui est pris en charge, ce qui ne l'est pas. Évidemment, les publics, c'est important. Alors, quand on dit contre-indication, je le dis à chaque fois, ce sont plutôt des adaptations, des précautions, des recommandations. Là, on va aller plus loin dans ces contenus-là, c'est qu'on va essayer de voir qu'est-ce qui peut être intéressant pour telle maladie, pour ce patient. Hein, c'est pas uniquement, on va dire, allez, on bouge un petit peu, fais tes activités 30 minutes par jour. C'est bien, bien sûr, c'est le vital, mais là, on va aller un peu plus loin. Et ça, c'est important d'avoir ce plus loin. On voit les précautions, comme je le dis souvent, il n'y a pas de danger à faire de l'activité physique adaptée dans la mesure où elle est adaptée. Le danger, c'est de ne pas en faire. Donc, on essaye toujours de réexpliquer ces choses-là, de voir. Moi, je peux rentrer excessivement dans le détail. Il y a des formations, comme tu l'as dit, Dylan, qui sont par module, par maladie. Donc, pour ceux qui souhaitent, ils peuvent tout à fait aller dans ces modules plus spécifiques. Et là, il y aura des informations assez précises, même très précises. Mais c'est de toute façon important d'avoir l'évaluation globale. Apprendre à faire le bilan fonctionnel, ça c'est fondamental aussi, je l'ai dit tout à l'heure. L'entretien motivationnel, ça fait partie également de la formation, mais ça c'est hyper important pour avoir une bonne adhérence par rapport aux pratiquants, pour ne pas s'épuiser aussi avec des pratiquants qui vont malheureusement être en échec et qui vont parvenir, ou qui vont parvenir, ils peuvent ne parvenir parce que ça marche bien, mais malheureusement c'est pas toujours le cas. Savoir comment adapter. Alors là, on est plutôt sur les compétences en général innées, ou en tout cas apprises déjà par les professionnels sur l'activité physique. Ça, c'est, comme je le dis souvent, en général, le côté déjà maîtrisé, mais ça permettra justement de l'adapter. Moi, j'interviens aussi dans différentes fédérations, hein, comme l'a dit Dylan, sur des formations fédérales. Moi, je ne suis pas là pour leur réapprendre leur technique, évidemment, dans tel ou tel sport, mais juste pour essayer de voir comment on peut justement adapter par rapport à un sport donné sur un malade donné. Et ça, c'est toujours intéressant vraiment de l'adapter par rapport au sport. La posture éducative, elle est aussi très importante. On apprend en fait à se positionner comme il faut. C'est l'éducation thérapeutique, hein, l'activité physique adaptée. Ça fait partie de la prise en charge globale. Il y a des formations spécifiques d'éducation thérapeutique en médecine, que pour l'éducation au sens large. L'activité physique en fait partie, hein, clairement. Et l'hygiène de vie, bien sûr. Donc tout ce contenu-là pédagogique, il doit faire partie de tous les programmes. Tu l'as déjà donné, mais c'était un exemple de ce qui est fait, effectivement, notamment avec localement, en tout cas, avec la Maison Sport Santé, Brise Insertion et le CDOS 35. Donc avec, voilà, alors c'est souvent pratiqué sur 2, 3 jours. C'est assez dense, hein, les programmes, parce qu'il y a une formation théorique sur 2, 3 jours. Il y a 20, 30 heures. Parfois, on n'est pas habitué à avoir autant de théorie. On n'est plus habitué surtout à se retrouver assis à écouter quelqu'un parler pendant 8 heures. Donc ça peut être un peu contraignant. Mais ça reste des formations relativement courtes. Enfin, moi, c'est mon point de vue. On n'est pas sur des formations qui vont durer sur une année universitaire, comme on a classiquement l'habitude de le faire en France. Quand on fait des diplômes universitaires, c'est un an, c'est sur un an, donc c'est long. Ça prend du temps. C'est pas toujours facile à faire, à adapter. Là, l'avantage, c'est que ça reste des formations quand même normalement assez courtes, assez denses, mais courtes, et avec un niveau de qualification qui me semble, moi, très adapté, en tout cas, à l'objectif initial. Hein, comme je l'ai dit, hein, ça reste vraiment une adaptation qu'on doit faire à sa pratique. Et je crois que j'en ai fini, Dylan. J'ai pas été trop bavard? Presque. Très bien, pile poil dans le timing. Donc, c'est pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On peut les faire un petit temps sur ça. Et puis, promis, Vincent, pour le prochain, on changera la photo. Donc, si tu as une photo, n'hésite pas après à me l'envoyer pour les prochains temps. Il n'y a pas de souci, on pourra changer Et ça. surtout que ça me fait mal à chaque fois, tu vois. Donc je prends un coup. J'ai eu mon anniversaire il n'y a pas longtemps et là, ça me fait toujours mal de voir ça. Mais c'est pas grave, c'est Eh comme ça. ben,
on le changera alors pour une prochaine fois. Pas de souci. Bon, je vois qu'on n'a pas forcément de questions à venir. Donc, je vous propose d'avancer et d'accueillir notre prochaine intervenante, qui est donc Annick Durny, vice-présidente du Cross Bretagne, et notamment en charge de la thématique sport, santé, bien-être, qui va pouvoir nous présenter, nous introduire cette notion d'empowerment. Donc, Annick, merci, et puis je te laisse la parole. Ça va, la photo est plus récente, mais bon, je vais rien dire. Bonjour à tous. Et, je suis contente d'intervenir ce soir sur cette présentation. Alors, on va faire un petit peu, je vais aussi prendre ma casquette d'enseignant et je vais essayer de ne pas faire un cours, hein, mais je vais vous parler de cette notion d'empowerment qui est quelque chose d'important à garder à l'esprit quand on intervient dans le cadre du sport santé. Donc, on a vu les différentes formations en sport santé, on a vu que c'était compliqué de les différencier ou en tout cas de repérer leurs spécificités. Vincent vient de parler des contenus incontournables de ces formations qui permettent de prendre en charge notamment des populations fragilisées dans le cadre du sport santé. Je me suis dit que ça serait intéressant aussi dans ce webinaire de parler des compétences humaines et relationnelles qui sont nécessaires pour prendre en charge ces pratiquants. Certaines compétences ne sont pas forcément très développées dans les formations en sport santé. Tu l'as dit, Vincent, parce qu'on suppose qu'elles sont déjà acquises dans les formations d'éducateurs sportifs, hein, dans les formations classiques. Mais moi, je trouve que c'est important quand même d'insister sur certains points quand on s'engage dans l'intervention en sport santé et qu'on oublie parfois que même si on parle de sport, ce n'est pas tout à fait du sport que l'on fait et il y a d'autres objectifs. Donc, je voulais aussi revenir justement au travers de ces objectifs hein, sur la notion d'empowerment des pratiquants. Et cet objectif qu'on doit avoir quand on intervient dans le cadre du sport santé, il doit influencer l'orientation de la prise en charge. Il doit même d'ailleurs pour moi en être à la base. Il nécessite que l'intervenant soit conscient que son impact auprès des pratiquants va au-delà de la simple prise en charge sportive. Et pour cela, je vais commencer ma démonstration par différencier le sport santé, le sport loisir, le bien-être, le sport forme santé qu'on appelait, ou le sport forme santé, oui, qu'on appelle aussi dans la charte. Dire que le sport, c'est bon pour la santé, voilà, ça, on en est tous d'accord, sinon on ne serait pas là ce soir. Mais ce n'est pas suffisant pour distinguer la prise en charge dans le sport santé et la prise en charge dans le sport loisir, bien-être, forme santé ou sport orienté vers le bien-être. Les deux expressions elles sont souvent considérées comme relativement comparables et pourtant, il faut garder à l'esprit qu'elles ont des finalités très, très différentes. Le sport bien-être, forme santé, il vise l'amélioration de la qualité de vie. La recherche des émotions positives par une pratique d'activité physique. On connaît tous hein, les bienfaits de la pratique libératrice au niveau hormonal et de bien-être que l'on éprouve après avoir bougé et réalisé une activité physique. On vise donc, dans cette forme de pratique, plutôt des transformations subjectives, émotionnelles pour les pratiquants, mieux se connaître, améliorer son image de soi, avoir un autre rapport au corps, développer bien sûr des compétences physiques, réduction du stress, amélioration de l'humeur, amélioration du sommeil, plaisir du mouvement. Tout ça, c'est des éléments qui sont importants et qui sont des objectifs importants de cette pratique. Le sport santé, lui, pour sa part, il vise plutôt la prévention, la prévention secondaire, tertiaire. Il a un rôle thérapeutique, on l'a dit tout à l'heure, en complément des traitements pour mieux supporter aussi certains traitements qui sont très lourds. L'objectif, il est donc plus médical, réduire les conséquences de maladies chroniques, du diabète, de la maladie cardiovasculaire, des maladies respiratoires, du cancer, accompagner la rééducation post-opératoire, améliorer les indicateurs de santé quand la santé est déjà fragile, c'est important. Il est souvent prescrit par le médecin. On milite assez pour le développement du sport sur ordonnance, mais pas toujours. Et souvent, les malades doivent même le réclamer.
Mais par contre, il est encadré par des professionnels de santé, des éducateurs sportifs spécialisés ou formés en sport santé. On l'a vu tout à l'heure. Ces deux formes de pratique d'activité physique, pour ne pas utiliser le mot sport, parce que ça fait encore peur, se chevauchent souvent. Une activité bien-être a évidemment des bénéfices sur la santé, sur la sédentarité notamment, et une activité santé améliore le bien-être. Et on fait souvent la même pratique et parfois même sous la même forme avec ces deux objectifs. La différence, elle est donc plus une question d'intention, d'objectif et de cadre de mise en œuvre de la pratique. Et donc, le rôle central, il est donné à l'éducateur dans la différenciation de ces modes d'intervention. En tout cas, en sport santé, un objectif est prioritaire ou doit être prioritaire pour l'intervenant. C'est la construction de l'empowerment du patient, du pratiquant. Ce phénomène ou ce terme, plutôt, il désigne le processus par lequel un individu gagne en pouvoir d'agir. Derrière le pouvoir d'agir, il y a quoi? Il y a la confiance en soi, il y a l'autonomie, il y a la prise de décision, il y a la capacité à faire des choix, il y a la capacité à contrôler différents comportements de sa vie. Et surtout, ce pouvoir d'agir, il est souvent stoppé par la maladie, stoppé par les traitements que le patient ou le malade subit. Et les études montrent qu'il est essentiel de réapprendre à construire ce pouvoir d'agir après la phase de facilité, et la pratique d'activité physique, elle offre un cadre qui permet cet apprentissage. Le sport santé, il développe concrètement l'empowerment en donnant à la personne des outils concrets pour agir sur sa santé. On sait que la pratique d'activités physiques diverses et variées, adaptées aux possibilités de la personne, aux possibilités actuelles de la personne, qui vont aussi évoluer, elle permet la réappropriation de son propre corps, en connaissant, en testant sous contrôle ses limites, ses possibilités d'action, ses envies aussi, en mesurant ses progrès ou en identifiant en tout cas ses progrès. Elle entraîne aussi une autonomisation progressive qui permet de passer d'un suivi médical important, l'activité physique adaptée est encore dans ce cadre, à une pratique qui pourrait être de plus en plus choisie, peut-être de plus en plus autonome aussi, en dehors de la prise en charge, donc à la maison par exemple. Elle renforce aussi le sentiment d'efficacité personnelle. Ce sentiment, ce CEP, c'est la croyance en ses propres capacités. J'y crois parce que je les ai testées, parce que je les ai éprouvées et j'ai réussi. Ce CEP, il permet notamment de se projeter dans l'avenir. Cette projection, elle est souvent stoppée par l'annonce de la maladie ou de la fragilité. Bref, la personne qui n'est plus considérée par sa maladie devient acteur des actions qui vont avoir un impact sur sa propre santé. Elle n'est plus seulement récepteur des soins. Et l'APA, elle n'est pas forcément à regarder comme une prescription médicale, même si on aimerait, c'est un moyen d'entrer dans la pratique. Un empowerment durable, il suppose à la fois la capacité d'agir sur sa santé et une relation harmonieuse à soi-même. La pratique d'activité physique, dans le cadre du sport santé, doit donc amener la personne à développer cette relation positive à elle-même. En fait, la confrontation aux activités physiques, elle permet l'évolution de « j'ai envie de le faire » à « je peux le faire ». C'est ce qu'on appelle l'empowerment fonctionnel ou le pouvoir d'agir. Et ce pouvoir d'agir, il va entraîner ensuite l'évolution à « je peux le faire » à « je choisis de le faire parce que je veux y arriver ». Et c'est ce qu'on nomme l'empowerment identitaire. Et si vous vous souvenez du témoignage du dernier séminaire, du dernier webinaire, on a une illustration parfaite de cette évolution psychologique du pratiquant. Donc, proposer une pratique d'activité physique, à un public fragilisé doit combiner les deux approches. À la fois un programme d'activité adapté à la pathologie et à la particularité de la personne, sa motivation, son expérience, ses possibilités. On voit bien que les contenus de formation tels que les a présentés Vincent sont vraiment axés autour de ça, mais doit aussi intégrer le plaisir, le choix, même s'il est un peu contrôlé, un peu manipulé par l'éducateur sportif, la réussite. La motivation, elle est moteur la réussite, c'est un moteur motivationnel. La prise de pouvoir sur l'action
pour pouvoir se projeter. Et cela, c'est favorisé aussi, en tout cas les études le montrent, par la dynamique de groupe, parce que souffrir à plusieurs, ça pousse à aller plus loin. Là, c'est le petit tilt aux rameurs des Dragon Boat. Et voilà, on est à plusieurs, on va plus loin et on s'entraide. Ainsi, dans la variété des formations possibles, il est important que toutes proposent aux éducateurs sportifs une réflexion sur les modalités de la prise en charge des pratiquants et des patients. L'objectif, c'est l'acquisition de différents types de savoirs. Alors, bien sûr, il y a les savoirs fondamentaux, on en a parlé, qui permettent d'acquérir des connaissances sur les pathologies, de comprendre la santé sous toutes ses dimensions, physiques, mais aussi mentales et sociales, d'acquérir des techniques, des outils qui permettent d'évaluer, de recueillir des informations, d'être capable d'analyser le profil d'une personne, d'utiliser des outils de mesure adaptés, des tests, des questionnaires, des observations, pour mieux identifier des besoins et fixer des objectifs réalistes et les adapter au fur et à mesure de la prise en charge. Il y a ensuite des savoir-faire qui sont communs à tous les éducateurs sportifs, les compétences d'accueil, de conception de séances, de programmes individualisés, d'animation de séances, de capacité d'adaptation des séances, mais aussi à l'état de forme, l'adaptation à la spécificité des pathologies, mais aussi à l'état de forme, à l'humeur de la personne, pour faire progresser à la fois le collectif et l'individu. Et puis ensuite, il y a des savoir-être, comme adopter une posture éducative d'accompagnant, qui va favoriser le développement de l'autonomie, développer des techniques motivationnelles. On en a parlé tout à l'heure avec l'entretien, avec le suivi thérapeutique. Adopter une posture empathique et être disponible aux besoins pour assurer un suivi des pratiquants dans la durée. Je complète ce listing en insistant sur l'importance du réseau, comme le nôtre par exemple, et la collaboration avec la famille, les médecins, les autres paramédicaux qui peuvent prendre en charge la personne pour penser collectif et surtout partager son expérience, ses questionnements et s'appuyer sur l'expérience des autres. Vous l'avez compris, en sport santé, l'interaction éducateur sportif, patient, pratiquant est porteuse de caractéristiques particulières. Adopter une posture non directive, développer la capacité de choisir, qui va favoriser la construction de l'autonomie de la personne. Comprendre sa forme de motivation, son type de motivation, pour l'amener à une motivation intrinsèque qui est importante dans la persistance de la pratique. Fixer des objectifs avec la personne pour développer le sentiment de contrôle, d'efficacité personnelle, de croyance en soi. Éduquer à l'écoute du corps pour renforcer la connaissance de soi et surtout valoriser les progrès en expliquant les difficultés pour consolider l'estime de soi. Et dans le cadre de l'empowerment, la formation, finalement, elle ne prépare pas seulement à faire de l'activité physique, et la formation doit préparer surtout à accompagner un changement de comportement durable. Les formations en sport santé ont donc pour moi un double objectif, à la fois professionnaliser, spécialiser les intervenants, mais aussi transformer leur posture pour qu'ils deviennent des acteurs du pouvoir d'agir de leur public. Je vous remercie de votre attention. Je suis absolument désolée de ne pas avoir eu le temps de préparer un petit PowerPoint, mais je vous mettrai tout ça. Dylan, on pourra introduire et intégrer tout ça dans le PowerPoint du webinaire. Merci beaucoup, Annick. Effectivement, il n'y a aucun problème. On pourra ajouter ça en amont. Donc, vous allez recevoir le diaporama au complet. Je vois qu'on n'a pas forcément de questions. Donc, on va pouvoir passer à l'intervention suivante. Et en plus, Annick, tu m'as permis de me tendre une petite perche où voilà, tu insistais sur notamment l'importance du réseau, du collectif et du partage d'expériences. Et c'est un peu ce qu'on veut mettre en place aussi ce soir et à travers nos différents webinaires. On l'avait déjà fait sur le premier de l'année en accueillant Sandrine. Ici, on va pouvoir accueillir Chantal et Karine, qui sont toutes deux adhérentes au club de Canet-Kayak de Lanester et qui vont également nous parler d'un projet qu'ils ont mis en place. Donc Chantal et Karine, eh bien, je vous laisse vous présenter et pouvoir nous expliquer un petit peu votre parcours, notamment au niveau du sport santé. Donc Chantal, Karine, eh bien, je vous laisse la main. Bon, oui, je vais commencer. Donc, bonjour, moi c'est Chantal. Donc, en fait, je vais lire un peu mon texte que j'ai préparé, hein.
Donc voilà, Chantal atteinte d'un cancer en août 2020 avec des traitements extrêmement lourds, radiothérapie, chimiothérapie, curithérapie et à nouveau radiothérapie ciblée. Moi, pendant les traitements, j'étais incapable de pratiquer du sport, à peine marcher 200 mètres, pardon, j'avais perdu beaucoup de poids. Du coup, ça engendrait beaucoup de fatigue et une perte de la masse musculaire. Ma priorité était de m'alimenter et de me reconstruire physiquement. Moi, j'adore l'eau, donc lorsque les médecins m'avaient donné le feu vert, je suis allée faire un peu de longe-côte. Du coup, on m'aidait à enfiler ma combinaison. Ensuite, j'ai fait de l'aquagym à la piscine et progressivement, j'ai repris la natation en cours débutant. Je courais avant, mais bon, ben, là, c'était impossible. Donc, j'essaie un peu de courir, des petites distances seule, à mon rythme. Et en fait, je n'avais pas forcément envie, j'avais envie de voir personne, en fait, ni de rencontrer des gens. Voilà, je voulais surtout pas parler de la maladie. Et puis un jour, bah, je rencontre Karine, en fait, qui me fait découvrir l'activité canoë sport santé lors du festival Lorient Océan en juillet 2022, qui est un événement festif dans le cadre de la rade de Lorient, avec de nombreuses activités. Donc, je rencontre à ce moment-là Jean et Evelyne, donc président du Lanester Canoë Kayak Club, qui me propose de faire un essai dans un premier temps. Donc, j'ai tout de suite adhéré à cette pratique de sport santé qui m'a séduite, en fait, l'activité le mardi et le vendredi. Le fait d'être sur l'eau en plein air m'a procuré un bien-être physique, se mouvoir, reprendre des forces, reprendre de la masse musculaire, mais aussi un bien-être psychique. euh, Ne penser à rien, ramer en fait en profitant d'un cadre ludique en plein air. Donc c'était un moment aussi de convivialité, de partage, pour moi recréer du lien social avec les différentes personnes à bord et rire à nouveau. Ensuite, j'ai intégré le groupe du lundi soir, activité physique adaptée dispensée par Evelyne. Donc renforcement musculaire, step, cardio et coordination. Une façon de reprendre confiance en soi, reprise en douceur, réduction de la fatigue liée à la maladie et au traitement, remise en mouvement progressive. En parallèle, j'ai suivi des cours d'activité physique adaptés dispensés par un coach en extérieur 2 fois par semaine. Petit à petit, je reprends des forces, je ressentais un peu moins de fatigue et le besoin de m'évader. Je reprends progressivement la course à pied et décide de m'inscrire sur des trails allant de 6 à 10 km afin de me fixer des objectifs, en fait, des petits défis tout simplement. Et l'année dernière, le club de canoë propose des séances de kayak en mer débutant le mercredi et le samedi matin, encadrées par un éducateur. Donc j'y ai pris goût de suite, une opportunité supplémentaire de faire du sport. Donc, mon corps reprend davantage de force. Je continue le longe-côte seul ou accompagné, peu importe le temps qu'il fait, que ce soit en été, en hiver. Donc, mon planning est bien rempli chaque jour. Je pratique du sport. Cela me permet d'améliorer ma condition physique et psychique, ainsi que mon endurance, mon cardio et se sentir bien. Toutes ces activités sportives m'ont permis de reprendre une totale confiance en moi, en mes capacités physiques et d'aller de l'avant. J'ai suivi une formation de coach sportive. Voilà, je peux exercer en tant que bénévole. Je poursuis le sport santé, transmets ma passion, le bénéfice que cela apporte. J'ai repris le sport dans des clubs classiques. Dans ce parcours, m'a convaincu de m'inscrire au Trail des Cèdres à Ifrane au Maroc, entre forêt de cèdres et montagne. 42 km le premier jour, 32 km le deuxième et 26 le troisième. Une expérience incroyable, mémorable, avec des encouragements et de la bienveillance durant le parcours. Une arrivée triomphale à la fin du 42e kilomètre, organisée donc par les Sky Angels, groupe d'hôtesses de l'air atteintes d'un cancer.
et le président du Trail décède, donc Abderkader. Voilà, pour moi, je n'oublierai jamais ce moment rempli d'émotions. Un défi personnel, un dépassement de soi, aller au-delà de mes limites, un mental surprenant, grâce à tous les sports pratiqués en amont. Pour moi, le sport est la meilleure thérapie au bon rétablissement de la santé. Le sport, pour moi, c'est égal à la santé, mais aussi à la vie. Voilà. Et aujourd'hui, je fais aussi du bénévolat, une manière de m'investir dans la vie sociale et de rester active. Voilà. Merci beaucoup. Parcours très, très, très inspirant, d'autant quand on voit voilà, d'où vous êtes parti jusqu'à aujourd'hui, devenir coach et même bénévole sur une partie de votre temps. Donc, je sais qu'en plus, c'est particulièrement difficile de pouvoir prendre la parole sur ce genre de temps où c'est voilà, un exercice compliqué et vous l'avez très bien fait. Donc, un grand merci, un grand bravo surtout à vous pour tout votre parcours. Donc, merci beaucoup, Chantal. Et puis peut-être pouvoir laisser la place désormais à Karine de nous expliquer à elle son parcours et Merci. et son Donc, lien avec moi, l'activité physique. moi, en fait, j'ai rencontré Evelyne et Jean en 2021. Je sortais de chimiothérapie et donc il y avait une journée organisée au GHBS à Lorient dans le cadre d'Octobre Rose où donc les associations Sport Santé proposaient leurs activités. Donc, la présentation m'a plu, donc j'ai voulu tester quelques jours plus tard. Et très rapidement, en fait, j'ai adhéré au club. Donc j'étais toujours en traitement puisque après la chimiothérapie, j'ai eu la radiothérapie et aujourd'hui j'ai toujours l'immunothérapie, donc je suis toujours en traitement. Cette activité a eu pour moi plusieurs bienfaits. Déjà, donc quand j'ai commencé le canoë, j'avais de la kiné suite à l'intervention chirurgicale. Donc j'avais de la kiné une fois par semaine. Donc, le canoë, en fait, était un complément à la kiné, puisque pour la rééducation de mon bras, ça me permettait, en fait, vraiment de gagner en mobilité. Et un autre point très important, c'est la relation sociale, puisque pendant les traitements, on change d'apparence et c'est bien souvent très compliqué de conserver des relations sociales avec les personnes qu'on a l'habitude de voir. Donc là, j'ai intégré ce groupe où je connaissais personne, où les gens avaient vécu certains la même chose que moi, d'autres pathologies. Et donc, ça permet d'échanger sur les pathologies, mais surtout sur le quotidien. On ne parle pas que de la maladie quand on est entre nous. Donc, niveau lien social, c'est primordial. Ensuite, j'ai intégré très rapidement les cours d'activité physique que dispensait Evelyne 2 fois par semaine. Donc, du step, cardio, toujours à hauteur des capacités, les traitements nous réduisent, donc sont fatigants, réduisent nos capacités. Donc, ça a été au fur et à mesure des traitements en fait que j'ai progressé petit à petit dans l'activité physique. Donc, toujours pendant mon arrêt de travail et les traitements, j'ai pu bénéficier pendant quelques semaines de l'activité physique adaptée dispensée par la Ligue contre le cancer, sauf que c'est très réduit en temps pour pouvoir en faire bénéficier beaucoup de monde. On n'a le droit qu'à quelques semaines, donc très, très rapidement, on ne peut plus en bénéficier. Et j'ai aussi intégré une association de sport santé en plein air. Donc, en courant 2022, j'ai repris le travail. Donc, j'ai dû faire des choix. Donc, j'ai conservé le canobus, puisque c'est une activité très agréable en plein air. Et l'activité physique, puisque Evelyne m'avait proposé de modifier le créneau pour que je puisse continuer à bénéficier de l'activité physique le lundi soir. Donc, j'ai repris le travail euh, en conservant donc cette pratique du sport. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Chantal également. Et et je lui ai fait découvrir le canobus. Avec Chantal, on a commencé à courir, des petites courses. Tout début, c'était vraiment des petites distances. Et petit à petit, on a rallongé nos sorties. En 2025, donc, quand le club de canoë a proposé les initiations au kayak,
Donc, j'ai également suivi ces cours. Donc, très intéressant de passer du canopus à 15 au kayak tout seul, ben, c'est une expérience donc, que je continue de suivre aujourd'hui. Et donc, j'ai, avec Chantal, donc, participé au Trail des Cèdres au Maroc euh, au début du mois. Donc, ça a été une expérience inoubliable. Et alors, ce qui était, ça a été une très, très belle expérience. Et bah, je remercie en fait toutes les personnes qui m'ont fait connaître le sport santé parce que sans ça, jamais je me serais inscrite à ce genre d'événement parce que pour moi, j'avais pas la capacité en fait de le faire. Et c'est en pratiquant le sport régulièrement à mon rythme que j'ai pu justement accéder à ce genre d'événement. Donc voilà. Merci beaucoup C'est ça. pour ce retour. Très inspirant et bravo encore une fois. Merci. C'est voilà, très impressionnant. Je me permets d'ailleurs de lire les différentes réactions qu'on a eues dans le chat jusqu'à maintenant. Mais bravo et merci de ce témoignage. Merci pour ce témoignage encourageant et trop bien. Voilà, encore une fois, ce sont des parcours qui sont hyper inspirants. Et j'en profite d'ailleurs, puisque plusieurs fois le prénom d'une personne est revenu de la part de toutes deux, c'est celui d'Evelyne. Et je sais qu'Evelyne est juste à côté de vous. Oui. Donc voilà, Evelyne, qui est du coup éducatrice et élue au sein du club de kayak de la Nestor, mais également au niveau du Cross Bretagne, donc très engagée sur le sport santé. Donc voilà, merci également, Evelyne, d'avoir fait le lien avec Chantal et Karine pour pouvoir être présente ce soir. J'en profite aussi, puisque sur cette activité de canoë, quand j'ai pu tester moi-même il y a à peu près un mois, euh, notamment par Chantal, qui était présente également. Donc un grand merci à toutes les deux. Donc en fait, c'est pas un exercice qui est facile de pouvoir mettre en avant son parcours comme ça, et vous l'avez très bien fait. Donc voilà, C'est vrai que nous, j'ai juste envie de dire merci. Oui, ça a renforcé aussi les liens, puisqu'on s'est connus. Voilà, hein, c'est vrai qu'on est vraiment très proches, on fait énormément de choses ensemble. Voilà, on se donne toujours des petits défis. Moi, je bon, rajouterais juste que la passerelle entre le sport santé sur le canobus et sur le kayak se fait grâce à un éducateur à PAES. Et ce qui permet effectivement de continuer une activité sans mettre comment dire, en danger, enfin, c'est pas en danger, mais ça permet d'avoir une activité vraiment en continuité et qui va progressivement vers un sport loisir. Mais on a vraiment cette envie de continuer à accompagner les personnes jusqu'au bout et vraiment d'avoir une activité très spécifique. d'avoir ce cadre sécurisé et progressif pour les différents Ouais, ouais, bénéficiaires, ouais. c'est très important. Dernière petite réaction dans le chat que je vous partage, et voilà, qui je pense conclut bien ce qu'on souhaitait vous dire à toutes et tous, mais impressionnant, génial. Et puis moi, voilà, si j'avais deux mots vraiment à pouvoir vous partager, c'est merci et bravo pour ce challenge, que ce soit sur tous vos parcours au niveau du sport Merci. santé, mais aussi au niveau de ce trail très impressionnant, beaucoup de distance sur 3 jours. Franchement, non, c'est super épatant et bravo à vous. Merci. C'est vrai que nous, on est contents de nous. Eh bien, on va pouvoir avancer sur ce webinaire. On arrive déjà à la fin. Il est pratiquement 19 heures. Pour conclure, comme à chaque fois, on va vous envoyer un petit questionnaire de satisfaction sur ce temps-là. Vous pouvez d'ores et déjà scanner sur le QR code qui est affiché à l'écran. Alors, je me répète, mais c'est très important pour nous, puisqu'il nous permet aussi d'adapter nos différents webinaires sur l'année. Le prochain aura lieu en octobre-novembre 2026. Sur ce formulaire, vous avez en plus la possibilité d'orienter notamment les sujets sur lesquels on va aborder. Le sujet d'aujourd'hui a été aussi choisi à l'aide de vos réponses sur le dernier questionnaire. Donc voilà, encore une fois, euh, je vous encourage vraiment à pouvoir répondre à ce questionnaire de cette session-là. C'est très très important pour nous. Je tiens à remercier aussi tous nos participants qui sont encore présents. Donc un grand merci à vous.
Un grand merci. Alors, je vais les citer du coup dans l'ordre d'apparition et d'intervention ce soir, mais merci à Vincent, Annick, et donc Chantal et Karine, et également Evelyne, voilà, pour ce webinaire et d'avoir accepté de participer, d'autant que je sais que certains ont des contraintes, notamment à 19h. Donc, c'est pour vous dire voilà, à quel point ils se sont rendus disponibles pour pouvoir échanger, voilà, vous partager, que ce soit leurs expériences ou les informations. Donc, un grand merci à vous. Le diaporama vous sera envoyé en amont de la réunion. Et donc voilà, pour conclure encore une fois, merci beaucoup à tous et je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Merci. Merci, Au au revoir. revoir. Au revoir. À bientôt, Dylan. Ah, attends, où est-ce qu'il est? Ouais, j'ai juste.